Quand j'ai vu la terre, je n'ai pas cru au salut. J'ai cru que mon esprit me mentait. Après trop longtemps seul sur l'eau, l'espoir ressemble à un piège. Le 30 janvier 2014, sur un minuscule atoll perdu au milieu du Pacifique, un homme apparaît soudain sur le rivage. Il est maigre, brûlé par le soleil, la barbe épaisse, les cheveux longs, le regard creusé. Derrière lui, une petite barque ouverte s'échoue sur le récif, comme un débris que l'océan aurait oublié de terminer. Les habitants s'approchent. L'homme parle difficilement. Il épelle son nom, José Salvador Alvarenga. Il vient du Mexique. Il dit qu'il dérive depuis plus d'1 an, qu'ils étaient 2 au départ et qu'il est le seul rescapé. Alors la question tombe immédiatement. Comment cet homme a-t-il survécu? Comment on reste en vie sur une petite barque ouverte au milieu du Pacifique, sans secours immédiat, sans réserve digne de ce nom, avec le soleil au-dessus, le sel partout et l'océan dans toutes les directions? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a bu? Comment il a tenu quand la soif, la faim, la peur et la solitude ont commencé à le dévorer? Et surtout, qu'est-il arrivé au second homme? Avant d'aller plus loin, petite faveur, abonne-toi. Considère ça comme ton gilet de sauvetage. Ici, il est virtuel. Pour lui, il aurait eu une valeur franchement plus convaincante. Maintenant, installe-toi confortablement. Profite de ta chaise, de ton eau à portée de main et de cette époque bénie où ton principal drame nautique consiste surtout à renverser ton café sur ton clavier. Car voici l'histoire vraie de survie de José Salvador Alvarenga. 438 jours sur l'océan Pacifique, dans ce qui reste l'une des plus longues dérives en mer jamais documentées, entre le Chiapas et les îles Marshall. Avant de comprendre comment José Salvador Alvarenga a pu survivre si longtemps sur le Pacifique, il faut remonter le fil, revenir avant la dérive, avant la soif, avant la faim, avant ce bateau perdu dans un cercle d'eau sans fin. Revenir à un matin où rien ne semble encore monstrueux. Un matin chaud, collant, banal en apparence, de ceux qui commencent comme tant d'autres sur la côte pacifique du Mexique. Un matin de travail, rien de plus. José, à cette époque, est déjà un homme dur au mal. Pas dur au sens héroïque. Dur comme le deviennent ceux qui ont manqué de beaucoup de choses, qui ont appris tôt à encaisser, à se taire, à continuer quand même. Il est né au Salvador, dans un pays traversé par la peur, la pauvreté et la violence. Quand on grandit dans un tel endroit, on apprend vite que la sécurité est un luxe et que survivre dépend souvent moins du courage que de la capacité à tenir un jour de plus. Plus tard, il part pour le Mexique. Là-bas, sur la côte du Chiapas, il trouve une autre forme de rudesse. L'air sans le sel, le gasoil, le poisson qui chauffe au soleil, les cordages mouillés, le bois humide des embarcations, la sueur qui colle à la peau dès le matin. C'est dans ce décor qu'il devient pêcheur, un vrai, pas un homme de grands discours, pas un chercheur d'exploits, un type qui connaît les départs avant l'aube, les moteurs capricieux, les longues heures debout, la fatigue qui s'accumule dans le dos, et ce mélange de patience et de nerfs qu'exige la mer. José a l'habitude du large. Il sait sentir quand le ciel change d'humeur. Il sait que la mer peut nourrir un homme un jour, puis essayer de le tuer le lendemain.
Il sait aussi qu'on ne gagne rien en restant sur la plage à contempler sa prudence. C'est cela qui rend la suite si inquiétante. Si un débutant se perd en mer, on peut parler d'imprudence. Mais quand un pêcheur solide, expérimenté, habitué aux sorties difficiles, se fait malgré tout avaler par l'océan, alors quelque chose devient tout de suite beaucoup plus grave. À Costa Azul, la vie avance au rythme des départs et des retours. On sort pêcher, on ramène ce qu'on peut, on vend, on répare, on repart. À force, cette routine use les corps, mais elle rassure aussi. Elle donne l'illusion que demain ressemblera à hier. Le second homme s'appelle Ezequiel Cordoba. Il est plus jeune, moins aguerri, moins blindé contre la peur. Ce n'est pas un incapable, ce n'est pas un poids mort, c'est juste un jeune pêcheur qui n'était pas censé se retrouver embarqué dans quelque chose d'aussi vaste. Entre les deux hommes, le contraste est net. José a la solidité rugueuse de ceux qui ont déjà beaucoup encaissé. Cordoba a encore quelque chose de plus fragile, de plus exposé, de plus humain aussi, face à ce qui arrive quand le monde se rétrécit à une coque, un moteur, un horizon, et rien d'autre. Le 17 novembre 2012, le partenaire habituel de José n'est pas là. Alors Cordoba prend sa place. C'est un détail minuscule, le genre de détail qu'on oublie d'ordinaire. Mais dans les histoires de survie, le destin aime entrer par des portes ridicules. Leur embarcation fait environ 7 mètres. Une petite barque ouverte, basse sur l'eau, sans cabine, sans vrai abri, avec juste ce qu'il faut pour travailler. Pas pour tenir des semaines, encore moins des mois, certainement pas pour traverser un cauchemar. Autour d'eux, tout paraît encore normal. La chaleur est là, la côte aussi. Le moteur tousse comme tant d'autres moteurs. La glacière attend les prises. Les gestes sont connus. Les regards ne portent pas encore la peur. Et c'est précisément cela qui serre déjà la gorge. Parce que le drame, souvent, ne commence pas avec un coup de tonnerre. Il commence dans l'ordinaire, dans une sortie de plus, dans un équipier remplacé au dernier moment, dans une confiance tranquille, dans quelques kilomètres de trop au large. Pour l'instant, pourtant, rien n'a basculé. 2 hommes montent dans une petite barque pour gagner leur journée. Ils ne le savent pas encore, mais en quittant la côte, ils sont déjà en train de laisser derrière eux le monde des problèmes simples. Le matin du 17 novembre 2012, José et Cordoba quittent Costa Azul sans mise en scène, sans mauvais pressentiment, sans phrase mémorable à raconter plus tard. Ils partent pour pêcher, comme on l'a déjà fait tant de fois, avec cette confiance pratique qui naît des gestes répétés. José est dans son élément. Il connaît cette côte, ses habitudes, ses rythmes, ses caprices. Cordoba, lui, suit le mouvement, encore dans le tempo simple d'une sortie ordinaire, avec cette légère tension des jeunes hommes qui veulent bien faire sans encore mesurer tout ce qu'ils ignorent. Le moteur pousse l'embarcation au large, la côte recule, l'air devient plus humide, plus salé, plus dense. Autour d'eux, le Pacifique semble encore calme, presque docile, comme s'il acceptait pour quelques heures de n'être qu'un outil de travail parmi d'autres. Les 2 hommes s'occupent vite. On ne contemple pas la mer quand on vit d'elle. On prépare, on ajuste, on observe, on attend. Le regard cherche les signes utiles, pas la beauté. Très vite, la pêche fonctionne. Les prises montent.
Les gestes s'enchaînent proprement. Le corps suit la cadence. Le matin avance avec cette satisfaction discrète des journées qui démarrent bien. Celles où le bateau répond, où le poisson est là, où l'on commence déjà à imaginer le retour, la vente, l'argent, le soir. La glacière se remplit peu à peu, et avec elle grandit cette impression rassurante que la sortie sera bonne. Dans ce genre de journée, tout repose sur des détails très simples. La manière dont on lit le ciel, la façon dont on répartit l'effort, l'attention portée au moteur, aux lignes, à la direction du vent, à la lumière sur l'eau. Ce n'est pas spectaculaire, c'est un métier de fatigue et de vigilance. José travaille avec cette économie de gestes qu'ont les hommes expérimentés. Il ne parle pas pour rien. Il voit vite. Il décide vite. Cordoba apprend à son côté, suit le rythme, aide comme il peut, encore porté par l'idée que la journée se résume à ce qu'elle montre. Le temps passe, le soleil monte, la chaleur s'installe franchement, et la barque commence à sentir le poisson, le sel, les mains humides, le plastique chaud, l'essence. C'est une odeur de travail, âpre, collante, familière. Une odeur qui ne dit pas encore la catastrophe. Seulement l'effort, la répétition, la mer exploitée pendant quelques heures. À ce moment-là, tout semble tenir. Le plan est simple. Continuer un peu, remplir encore, puis rentrer. Et c'est précisément là que l'histoire devient dangereuse. Quand une journée commence mal, on se méfie. Quand tout va bien, on reste. On pousse un peu plus loin. On prend un peu plus de temps. On fait confiance à ce qu'on voit, parce que rien ne pousse encore à l'inquiétude. Les heures qui précèdent un drame ont souvent cette texture-là. Une normalité épaisse, presque insolente. Puis quelque chose se dérègle dans la lumière. Pas brutalement, pas assez pour faire naître tout de suite la peur. Le ciel change de ton, l'horizon perd sa netteté. Une masse plus sombre commence à se former au loin, derrière les reliefs, comme si quelque chose grossissait hors du champ, encore caché, encore incertain. José le remarque, pas avec panique, mais avec attention. Ce genre de détail, pour un pêcheur comme lui, ne relève pas du décor. C'est un signal. L'air devient plus lourd. Le vent change légèrement de direction. L'eau n'a plus tout à fait le même visage. Elle semble moins souple, moins ouverte, plus nerveuse. On sent que le calme repose désormais sur quelque chose de fragile, de provisoire, comme une peau trop fine au-dessus d'une plaie. Cordoba le sent aussi, sans savoir encore le nommer. On parle moins. On regarde davantage. Le travail continue pourtant, parce qu'en mer, on n'interrompt pas tout au premier doute. On évalue, on compare. On espère parfois que le mauvais temps passera ailleurs, qu'il tournera, qu'il se contentera de menacer sans venir. La frontière entre prudence et retard fatal est souvent très mince. José observe encore. Ce qu'il voit ne lui plaît pas. Mais ce n'est pas encore le moment de paniquer. Pas encore. Au loin, le ciel s'assombrit franchement. La lumière devient dure, presque métallique. La mer prend cette couleur sale, trouble, lourde, qui annonce les heures mauvaises. Ce n'est plus seulement un changement de décor, c'est une présence. Quelque chose arrive, et cette fois, ça vient droit sur eux. Dans quelques minutes,
Il ne s'agira plus de remplir une glacière. Il ne s'agira même plus de rentrer avec une bonne pêche. Il s'agira de sauver le bateau, de garder le cap, de ne pas se laisser enfermer dehors par une mer qui vient brutalement de changer les règles. Pour l'instant, pourtant, ils sont encore là, au milieu d'une journée qui ressemblait à toutes les autres. Et c'est peut-être cela, le plus terrible. L'enfer ne commence pas toujours avec un choc. Parfois, il commence avec un ciel qui se ferme. Le ciel leur tombe dessus. Pas d'un seul coup de tonnerre théâtral, pas comme dans les histoires où le danger prend la peine de se présenter. Non, d'abord une masse sombre, puis une lumière qui se salit, puis un vent qui tourne. Et soudain, la mer n'est plus un espace de travail. C'est une force qui charge. José comprend très vite qu'il faut rentrer. Il n'y a plus de place pour l'optimisme, plus de marge pour attendre un peu. Pendant qu'ils remontent encore une ligne, pendant qu'ils essayent d'arracher à la journée ce qui peut l'être, la tempête arrive sur eux avec une vitesse presque obscène. Alors José tranche. On laisse la pêche, on fait demi-tour. Le bateau pivote et file vers la côte, ou plutôt vers l'endroit où la côte devrait être. Car déjà, la pluie se met à brouiller les distances, le vent écrase les repères, et l'horizon disparaît par morceaux. La barque tape dans les vagues, retombe, rebondit, tremble de toute sa coque. Chaque choc remonte dans les jambes. Chaque paquet d'eau semble vouloir rester à bord. Cordoba commence à paniquer. Ce n'est plus la peur abstraite d'un ciel menaçant. C'est la peur animale, immédiate, celle qui fait respirer trop vite, regarder partout, chercher une issue là où il n'y en a aucune. José, lui, tient encore. Il pousse le moteur, surveille l'angle des vagues, essaie de garder une direction dans cette bouillie d'eau et de vent. Il faut juste tenir assez pour retrouver la terre. Puis, au milieu du chaos, une trouée. Pendant quelques secondes, la pluie s'allège, les nuages s'ouvrent un peu, et José aperçoit enfin les montagnes au loin. La côte, elle est là, pas si loin. Peut-être 25 kilomètres, peut-être moins. Le soulagement dure à peine, mais il est réel. Ils ne sont pas perdus au milieu de nulle part. Ils ont encore une direction. Ils vont y arriver. Ils y sont presque. Et c'est précisément là que tout casse. Le moteur se met à ratatouiller. Un son sale, irrégulier, mauvais. Il broute, il tousse. Il répond de moins en moins bien. José frappe, relance, ajuste, insiste. Le bateau ralentit, repart un instant, puis faiblit à nouveau. L'eau entre partout. La pluie frappe le moteur comme si elle voulait l'éteindre à main nue. Autour d'eux, la mer grossit encore. Les vagues ne se contentent plus de secouer la barque. Elles la prennent, la soulèvent, la jettent, la remplissent. Le poisson pêché plus tôt devient soudain un problème. Trop de poids, trop d'encombrement, trop de masse à bord alors qu'il faut survivre minute après minute. Alors ils jettent leur cargaison. Des dizaines, des centaines de kilos de poissons disparaissent dans l'eau. Le travail de la journée est sacrifié pour sauver la coque. Le moteur agonise encore quelques instants, puis il meurt. Pas dans un grand silence dramatique. Au contraire, il meurt au milieu du vacarme, au milieu du vent, au milieu de la pluie,
au milieu d'une mer qui ne leur laisse même pas le temps de mesurer ce que cela signifie. Plus de propulsion, plus de retour possible par leurs propres moyens, plus de contrôle réel. À cet instant, ils ne naviguent plus, ils commencent à dériver. José attrape la radio. Sa voix doit lutter contre le vent, contre l'eau, contre la panique. Il appelle son patron. Il explique que le moteur est mort, qu'ils sont au large, qu'il faut venir. De l'autre côté, on demande leur position. José donne ce qu'il peut, mais le GPS a pris l'eau. Lui aussi est en train de mourir. La réponse du monde devient floue, puis la radio se coupe. Ce sont les derniers mots échangés avec la Terre. Après cela, il n'y a plus que les vagues, plus de voix humaines, plus d'ordre venu d'ailleurs, plus de possibilité de dire « voilà où nous sommes ». Ils existent encore, bien sûr, mais déjà en marge, déjà à moitié sortis de la carte. Et la tempête, elle, n'a pas fini. Elle va durer 5 jours. Pendant ces 5 jours, les 2 hommes vivent dans le mouvement pur. La glacière est renversée pour leur servir d'abri sommaire. Ils se tassent dessous comme ils peuvent, se collent, se protègent mal. Il faut écoper sans cesse, vider l'eau qui entre, rejeter à la main ce que la mer remet aussitôt. Les bras brûlent, le dos casse, le sommeil n'existe plus vraiment. Il faut juste empêcher la barque de devenir un cercueil plein. Le vent hurle, la pluie fouette, le bateau monte trop haut, retombe trop vite. À chaque instant, il peut se retourner, se fendre, ou simplement partir de travers et offrir son flanc à une vague plus grosse que les autres. Les gestes deviennent mécaniques, écoper, tenir, se cramponner, rejeter l'eau, reprendre son souffle, recommencer. Très vite, le temps perd sa forme normale. Il n'y a plus de matin, plus d'après-midi, plus de nuit, seulement une succession de chocs. Il ne contrôle plus rien, sinon l'effort immédiat. José essaie encore de sentir une direction, d'imaginer où se trouve la côte, de garder dans sa tête une géographie qui se défait à chaque vague. Mais sans moteur, sans visibilité, sans instrument fiable, l'orientation devient une idée fragile. Le monde se réduit à quelques mètres de coque, à l'eau qu'il faut jeter dehors, au ciel qu'on ne voit presque plus. Cordoba, lui, subit cette fermeture de plein fouet. La peur le vide. 5 jours. 5 jours comme ça, c'est déjà presque une histoire de survie entière. 5 jours mouillés, secoués, aveuglés, sans dormir vraiment, sans manger correctement, sans pouvoir fuir, sans pouvoir se signaler, sans savoir si la prochaine vague sera simplement mauvaise ou définitivement finale. Et pourtant, le plus terrible, c'est que ceci n'est encore que le début. La vraie dérive n'a même pas commencé. Puis, presque aussi soudainement que la tempête s'est refermée sur eux, elle commence à se retirer. Le ciel s'éclaircit par endroits. La pluie faiblit. La mer, sans devenir calme, relâche un peu sa mâchoire. Les 2 hommes respirent enfin autrement. Leurs bras tremblent encore. Leurs corps sont vidés. Mais ils peuvent relever la tête. Et là, ils regardent autour d'eux. Il n'y a plus de côte, plus de montagnes, plus de repères, plus rien. Juste de l'eau dans toutes les directions. Un cercle immense
vide, sans relief, sans promesse, sans bord visible. En 5 jours, la tempête ne les a pas simplement malmenés. Elle les a arrachés au monde et déposés ailleurs, dans ce grand désert liquide où les distances n'ont plus rien d'humain. Le Pacifique les a pris, cette fois pour de bon. Quand la tempête se retire enfin, le silence qui reste n'a rien d'apaisant. Il est pire que le vacarme. Il permet de comprendre. Le moteur est mort, la radio aussi. Le GPS ne sert plus à rien, et autour d'eux, il n'y a plus qu'une immensité d'eau parfaitement indifférente. Au début pourtant, l'espoir tient encore. Il tient parce qu'il le faut, parce qu'un homme ne bascule pas d'un coup dans l'idée qu'il a disparu du monde. José se dit qu'on a entendu son appel, qu'on sait à peu près où ils étaient, qu'un bateau va finir par surgir, qu'un avion va les repérer. Cordoba, lui, commence à comprendre autre chose. Il voit l'horizon vide, la coque trempée, la cargaison jetée, le moteur muet. Il comprend qu'ils ne sont plus en train d'attendre la fin du mauvais temps. Ils sont en train d'attendre quelque chose qu'ils ne contrôlent plus du tout. Et cette idée le fissure presque tout de suite. José ne lui laisse pas le temps de s'effondrer complètement. Il faut agir, toujours agir, vérifier ce qui reste, mettre de côté ce qui peut encore servir. Regardez combien d'eau douce il y a à bord, compter la nourriture, réorganiser l'espace, transformer ce chaos mouillé en quelque chose qui ressemble encore à un plan. La hiérarchie de la survie s'impose très vite. D'abord l'eau, ensuite l'ombre, ensuite ce qu'ils pourront manger plus tard. Le confort a disparu depuis longtemps. Il ne reste que les besoins les plus crus, les plus humiliants, les plus simples. Boire, se protéger du soleil, tenir la tête claire le plus longtemps possible. La grande glacière devient un abri de fortune. On la retourne. On se glisse dessous comme on peut. On s'y tasse pour couper un peu la lumière, garder un peu d'ombre, économiser un peu de peau. Sous le soleil du Pacifique, la chaleur n'a rien d'abstrait. Elle rôtit, elle vide. Elle commence déjà à boire les corps de l'intérieur. Le pire, c'est qu'ils continuent à regarder loin. Chaque tache à l'horizon devient une promesse. Chaque ligne plus sombre semble pouvoir être un navire. Chaque bruit venu du ciel fait lever les têtes d'un coup. Très vite, la survie ne se joue plus seulement dans la barque. Elle se joue aussi dans cette torture mentale. Croire voir quelque chose, puis comprendre qu'il n'y a rien. À un moment, un avion passe. Il est assez proche pour qu'il croie la fin du cauchemar arriver. Il s'agite, crie, font de grands gestes, essaie d'exister assez fort pour être vu. Mais l'avion poursuit sa route. Il glisse au-dessus d'eux, comme s'il n'était qu'un détail dans la lumière. C'est là que quelque chose casse. Parce qu'on peut supporter la faim. On peut supporter la fatigue. On peut même supporter la peur pendant un temps. Mais voir le secours passer sans te voir, c'est autre chose. C'est comprendre que même quand le monde s'approche, il peut continuer sa route en te laissant mourir derrière lui. Cordoba pleure de plus en plus souvent. José, lui, s'endurcit encore, pas par froideur, par nécessité. Quelqu'un doit garder les gestes propres, les décisions nettes, la tête droite. Quelqu'un doit empêcher la panique de remplir la barque plus vite que l'eau. Alors il observe, il économise,
Il répartit, il pense déjà à demain, parce qu'il sent que demain ne viendra pas les sauver. Et pendant qu'eux attendent encore, ailleurs les recherches s'essoufflent déjà. Le mauvais temps a brouillé les pistes, dilué les chances, rendu la mer trop vaste et leur position trop floue. Sans le savoir, José et Cordoba ne sont déjà presque plus des hommes à secourir. Ils deviennent lentement autre chose. Deux silhouettes perdues quelque part sur le Pacifique. Deux absents que le monde commence déjà à classer parmi les morts probables. Les premiers jours après la tempête, José et Cordoba vivent encore sur une illusion. Nous sommes à la fin du mois de novembre 2012. Ils pensent toujours qu'un bateau va finir par venir, qu'un avion va les voir, qu'il suffit de tenir un peu. Mais très vite, les espoirs s'amenuisent et la réalité impose son ordre brutal. Ils ont un autre problème bien plus grave à gérer. Ils n'ont quasiment plus d'eau douce. Il leur en faut absolument. Pas demain, pas plus tard, tout de suite. Sous ce soleil, sur une coque ouverte, deux hommes commencent à sécher, bien avant de mourir de faim. La bouche colle, les lèvres se fendent, la langue gonfle, les pensées deviennent plus courtes, plus dures, plus agressives. Ils fouillent ce qui reste à bord. Quelques tortillas, un peu de nourriture, presque rien. Les réserves fondent à une vitesse obscène. Chaque gorgée compte. Chaque miette compte. Et déjà, José comprend que s'il ne trouve pas autre chose, la mer ne les tuera pas avec fracas. Elle les desséchera lentement, comme on oublie une plante au soleil. Alors il faut changer de logique. On ne pêche plus pour vendre. On attrape pour respirer un jour de plus. On ne regarde plus la mer comme un lieu de travail. On la regarde comme une bête immense à qui il faut arracher, avec les doigts, de quoi survivre jusqu'au lendemain. José se met à attraper des poissons à main nue. Il se penche au ras de l'eau, reste immobile, attend le bon passage, puis referme ses doigts d'un coup. Parfois ça marche, souvent ça rate. Quand il en tient un, il enfonce ses ongles dans la chair glissante pour l'empêcher de repartir. C'est brutal, sale, précis. Le poisson est mangé cru, pas préparé, pas assaisonné, pas cuit, juste ouvert, déchiré, mâché avec des bouches déjà irritées par le sel. La chair froide descend mal, l'odeur colle aux mains, le sang sèche sur la peau, et le ventre doit apprendre à accepter ce que l'esprit refuse encore. Très vite, ils comprennent qu'il faudra manger tout ce qui se présente. Des oiseaux marins viennent parfois se poser sur la barque, confiant une seconde de trop. Ils les attrapent, les tuent, les déplument sommairement. Des tortues passent, elles deviennent de la viande, du sang, parfois une illusion d'hydratation. Même les méduses finissent par entrer dans le menu. Les méduses leur brûlent la gorge. Le poisson cru répété chaque jour finit par écœurer. Le sel ronge les lèvres. Le soleil attaque la peau. Le corps reste vivant, oui, mais il ne vit plus comme un corps humain normal. Il fonctionne en mode urgence, en mode bricolage, en mode survie honteuse et magnifique à la fois. Puis vient la pluie. Et là, tout change. Le bruit des premières gouttes sur la coque devient presque sacré. Ils tendent tout ce qu'ils peuvent.
récupère l'eau avec des bouteilles vides, des contenants flottants, des morceaux de plastique. Une simple bouteille ramassée sur le Pacifique vaut soudain plus qu'un objet neuf dans n'importe quel magasin du monde. Ils boivent peu, très peu. José rationne. Une petite gorgée, puis on attend. Une autre, puis on garde le reste. Parce que la pluie peut sauver un homme un jour et l'abandonner pendant 2 semaines derrière. Et quand elle cesse, la soif revient presque aussitôt, comme si le corps n'avait jamais été soulagé. Dans les pires moments, ils boivent ce qu'ils trouvent, leur urine, le sang des tortues, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un liquide. C'est le genre de détail qui fait paraître un simple verre d'eau fraîche comme un privilège réservé aux rois, aux ministres et aux gens qui ont la chance absurde de vivre sur la terre ferme. Ils commencent aussi à guetter les déchets flottants. Une bouteille vide, un sac plastique, un contenant abîmé, parfois même de la nourriture venue d'on ne sait où, ballottée par les courants, ramollie, douteuse, presque grotesque. Mais dans cette barque, un déchet utile n'est plus un déchet. C'est une invention. C'est du temps gagné. Fin novembre devient début décembre. Les jours s'accumulent. Le régime s'installe. Poissons crus, viande de tortue, oiseaux, pluie quand elle tombe, presque rien quand elle ne tombe pas. Leurs corps s'endurcissent un peu, mais s'abîment davantage. Les lèvres saignent. Les mains restent humides de sel, de chair, de sang. La digestion devient une négociation permanente. Et déjà, la survie prend une forme nouvelle. Ce n'est plus seulement attendre qu'on les retrouve, c'est apprendre, jour après jour, comment boire le ciel quand il veut bien s'ouvrir, et comment manger la mer sans la laisser t'empoisonner avant qu'elle ne t'achève. Ils survivent encore à 2, mais quelque chose, déjà, commence à se dérégler dans l'esprit du plus jeune. Décembre 2012 devient janvier 2013, puis février. À bord, les jours ne se comptent plus avec un calendrier, mais avec la pluie, les prises, les nuits supportables, les matins de fatigue et la lente usure des corps. La barque flotte toujours, les 2 hommes aussi, mais ils ne dérivent déjà plus de la même manière. José s'accroche au concret. Il se lève, observe, attrape ce qu'il peut, protège l'eau, surveille le ciel, répète les gestes utiles. Il ne pense pas loin. Il pense au prochain poisson, à la prochaine pluie, au prochain coucher de soleil. C'est sa manière de tenir. Réduire l'enfer à une suite de tâches. Cordoba, lui, n'arrive plus à découper le cauchemar en petits morceaux. Il voit l'ensemble, l'horizon vide, les jours qui passent, le goût du cru, la chaleur, l'absence totale de secours. Et cette vision-là le ronge plus vite que la faim. Ce n'est pas seulement son corps qui souffre, c'est son esprit qui commence à perdre la force de négocier. Le poisson cru le dégoûte de plus en plus. Au début, il mange parce qu'il le faut, puis il mange moins, puis il retarde, puis il détourne la tête. Son corps réclame des calories, mais son esprit refuse ce que la survie exige. Chaque bouchée devient un combat humiliant entre l'instinct et l'écœurement. José essaie de le secouer. Il lui parle, il le presse, il lui rappelle qu'ils doivent tenir, que quelqu'un viendra, qu'il faut manger maintenant pour être encore là demain.
Il fait ce que font les hommes pratiques face à l'effondrement. Il essaie de transformer la peur en ordre simple. Mange, bois, tiens. Mais la barque est trop petite pour cacher longtemps la vérité. Les secours ne viennent pas. Les cargos passent trop loin. La pluie tombe quand elle veut. Le soleil tape sans relâche. Et Cordoba commence à glisser dans un état plus silencieux, plus inquiétant. Il parle moins. Il aide moins. Il regarde davantage le vide. Les semaines deviennent des mois. Nous sommes maintenant au cœur de l'hiver sur les calendriers de la terre ferme, même si sur leur coque ouverte il n'y a ni hiver ni printemps, seulement le Pacifique et son grand désordre. José tient encore par méthode. Cordoba, lui, s'affaisse par l'intérieur. Il tombe malade. Le régime, la peur, l'écœurement, la fatigue, tout se mélange. Son corps maigrit, son visage se creuse, ses gestes perdent de la précision. Il n'est pas frappé par une seule catastrophe spectaculaire. Il est lentement dévoré par l'impossibilité d'accepter cette vie-là. Puis vient le moment où il cesse presque de lutter. Il mange à peine, refuse parfois complètement. José insiste, supplie, s'agace, recommence. Mais on ne nourrit pas un homme contre sa volonté quand son esprit a déjà commencé à quitter la scène. La dérive ne tue pas seulement par manque d'eau ou de nourriture. Elle tue aussi en convainquant certains qu'il n'y a plus de raison de prendre la bouchée suivante. Vers le 4e mois de dérive, aux alentours de mars 2013, Cordoba meurt. Pas dans le fracas, pas sous une vague géante, pas dans les dents d'un squale. Il meurt à côté de José, sur la même coque, sous le même ciel, après avoir été lentement mangé par le désespoir. Et c'est peut-être cela le plus terrible. José se retrouve alors face à un vide nouveau. Pendant des mois, il s'est battu pour deux. Il a pensé pour deux. Il a eu peur pour deux. Et soudain, il n'y a plus qu'un corps sans réponse dans la barque, un silence plus lourd qu'avant, et cette vérité atroce. Le pire ne s'est pas arrêté avec la mort de Cordoba. Il vient seulement de changer de forme. Mars 2013. Cordoba est mort, et pourtant, José n'est pas encore seul, pas vraiment. Dans cette petite barque perdue au milieu du Pacifique, le corps du jeune homme reste là, immobile, couché à quelques centimètres de lui, comme si la mort avait décidé de ne pas quitter les lieux tout de suite. Les premières heures, José n'arrive pas à s'en séparer. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une folie spectaculaire, c'est quelque chose de beaucoup plus humain et donc de beaucoup plus effrayant. Tant que le corps est là, il reste encore une forme de compagnie, un poids, une silhouette, une présence. Le silence absolu n'a pas encore gagné. Alors José parle. Le matin, il ouvre les yeux et dit presque bonjour. Il raconte ce qu'il voit, ce qu'il va faire, ce qu'il aurait voulu manger, ce qu'il pense de la pluie, de la chaleur, du ciel. Il continue la conversation pour ne pas tomber d'un coup dans ce face-à-face nu avec l'océan. Dans cette barque, un mort paraît moins dangereux que le vide. Les jours passent ainsi. 1, puis 2, puis davantage. Le soleil continue de cuire la coque. Le sel colle à tout. L'odeur change. Le réel devient plus lourd, plus épais, plus difficile à tenir à distance.
José sent bien que quelque chose se dérègle en lui. Il ne joue plus seulement à parler à Cordoba. Il commence à s'habituer à l'idée que cette situation puisse être normale. Et ça, il le comprend. C'est le début d'une autre mort. Car si l'océan ne le tue pas par la faim ou par la soif, il peut encore le prendre autrement. Il peut lui voler les repères, la mesure du réel, la frontière entre ce qui tient encore debout dans son esprit et ce qui commence à pourrir doucement. Garder Cordoba à bord, c'est retarder la solitude, mais c'est aussi accepter de vivre dans une scène qui ne devrait jamais devenir familière. José finit par sentir que s'il continue, il suivra le même chemin. Alors, il prend la décision qu'il repoussait depuis des jours. Il parle une dernière fois aux morts. Puis, il pousse le corps hors de la barque et le laisse à la mer. Le geste est simple, presque sec, mais il arrache quelque chose de profond. Ce n'est pas seulement un cadavre qu'il abandonne au Pacifique, c'est le dernier témoin de sa vie d'avant, le dernier visage humain qui partageait encore son enfer. Quand le corps disparaît, le silence revient pour de bon. José croit avoir touché le fond. Il ne sait pas encore qu'il lui reste plus de 300 jours à traverser seul. Après mars 2013, le temps cesse d'avancer comme avant. Il ne file plus, il s'étire, il colle. Il retombe chaque matin sur la même coque, sous le même soleil, avec le même horizon circulaire et cette même question sale. Qu'est-ce qu'il va falloir attraper aujourd'hui pour rester en vie jusqu'à demain? José est seul au milieu de cette immensité bleue. Plus de voix humaine depuis des mois. Plus de regard en face du sien. Plus de corps vivant à côté du sien pour confirmer que le monde existe encore. Seulement la barque, le ciel, l'eau et son esprit qui doit désormais produire assez de présence pour ne pas se laisser avaler. Alors il s'organise, il pêche, il surveille les nuages, il protège les bouteilles, il s'abrite sous la glacière quand le soleil devient trop violent. Il nettoie ce qu'il peut, il garde des gestes, des horaires, des réflexes. Il transforme le chaos en routine, parce qu'une routine, même misérable, ressemble encore un peu à une vie. Ces journées finissent par avoir une forme. Chercher de quoi boire, chercher de quoi manger, économiser ses forces, dormir par morceaux, se réveiller trempé de pluie ou brûlé de chaleur, recommencer. Ce n'est pas une attente passive. C'est un métier nouveau, un métier hideux, où il faut chaque jour empêcher son corps et son esprit de rompre en même temps. La pluie devient une fête, pas une belle fête, une fête de naufragés, c'est-à-dire les bras levés vers le ciel, les contenants tendus, la bouche ouverte, l'eau qui coule sur le visage, sur la barbe, sur les lèvres fendues. Puis la pluie s'arrête, et la gratitude laisse aussitôt place à la peur de la prochaine sécheresse. Quand il ne pleut pas, chaque heure redevient plus lourde. La pêche, elle aussi, devient plus précise. José apprend à mieux lire les mouvements autour de la coque. Il attrape les poissons plus vite, récupère les oiseaux quand ils se posent, saigne les tortues, découpe, garde, improvise. Il devient plus efficace, plus économique, plus animal aussi. La survie l'améliore techniquement pendant qu'elle le détruit ailleurs. Et pourtant, rien n'est jamais acquis. Une journée sans pluie peut suffire à relancer la panique. Une blessure mal placée peut s'infecter.
Un coup de soleil de trop peut transformer la peau en braise. Une nuit sans sommeil peut tordre l'esprit plus sûrement qu'une vague. Même seul, même plus habile, José ne contrôle rien de fondamental. Il fait juste reculer la mort de quelques heures, encore et encore. Parfois, un cargo apparaît, d'abord minuscule, puis immense, une montagne d'acier qui passe au loin avec ses containers, ses machines, ses hommes, sa nourriture, ses douches, ses lumières, son monde intact. José crie, agite les bras, tente d'exister assez fort pour entrer dans leur champ de vision. Mais le navire continue sa route. Il passe à côté de lui, comme on passe à côté d'un insecte sur une vitre. Ces moments-là lui arrachent presque plus de force que la faim, parce qu'ils prouvent que le monde n'a pas disparu. Il est là. Il circule. Il travaille. Il mange. Il dort à l'ombre. Il parle. Il rit peut-être. Il continue simplement sans lui. Et José, sur sa petite coque ouverte, doit regarder cette civilisation flottante s'éloigner jusqu'à redevenir un point. Puis le Pacifique reprend tout l'espace. Alors son cerveau se met à fabriquer ce que le réel refuse. Il pense à des bars, à des repas, à des femmes, à des promenades de nuit, à des rues, à des voix, à des gestes ordinaires. Il se raconte presque une autre vie en parallèle. Il marche sur sa barque, comme on marche dans une ville intérieure. Il se nourrit d'images quand la mer ne lui donne que du cru et du vide. Ce n'est pas du confort, c'est une perfusion mentale. Il pense aussi à mourir. L'idée revient, doucement, puis plus franchement, surtout quand la fatigue, la soif ou le dégoût deviennent trop grands. Mais une autre idée lui tient la nuque. Sa foi. L'idée que se tuer soi-même serait se condamner autrement. Alors il reste, pas par paix intérieure, pas par sagesse. Il reste parce qu'il n'ose pas franchir cette dernière ligne. Et parfois, dans une survie comme celle-là, ne pas mourir revient déjà à accomplir un travail épuisant. Pour garder un peu d'ordre, il regarde la lune. Son grand-père lui avait appris à lire ses phases, à compter les cycles. José s'y accroche comme à une horloge primitive. Nouvelle lune, croissant, pleine lune, puis à nouveau l'obscurité. Il compte, recompte, perd le fil, le retrouve un peu, puis le repère encore. Le temps existe toujours, mais il n'obéit plus à un cerveau seul sur l'eau. Des oiseaux apparaissent parfois, pas ceux qui l'attrapent, d'autres, des oiseaux de passage, plus nerveux, plus orientés, qui viennent de quelque part et repartent vers quelque chose. José les regarde comme on regarde un message codé. Il ne donne pas encore la terre, mais il rappelle qu'il existe peut-être ailleurs autre chose que de l'eau. Le Pacifique continue de lui envoyer ses déchets. Une bouteille vide, un bidon, un morceau de plastique, une chose inutile pour le monde, essentielle pour lui. Les mois passent ainsi, avril, mai, juin, puis l'été sur les calendriers de la terre ferme, même si lui n'a plus que la chaleur, les grains, les nuits, les douleurs, les phases de lune et la répétition. Il devient meilleur pour survivre. Oui, mais il ne va pas mieux. Il devient seulement plus compétent dans un enfer qui change peu et qui peut pourtant encore le tuer chaque jour. Et le plus terrible,
c'est que malgré cette maîtrise nouvelle, il reste prisonnier du même mécanisme. Un faux espoir, une pluie attendue, un oiseau aperçu, un cargo perdu. Toujours de quoi tenir, jamais de quoi sortir. Puis un jour, après des lunes et des lunes de cette vie déformée, quelque chose commence à changer. Pas encore une terre, pas encore un salut, seulement des signes plus insistants, des oiseaux plus nombreux, une agitation différente, un frémissement dans l'air, dans l'eau, dans son attention. José sent que quelque chose approche, mais il sait aussi que l'océan adore promettre avant de reprendre. Alors il regarde, il attend, et il n'ose presque plus espérer. Cette fois, le doute n'est plus possible. La masse sombre reste là. Elle ne fuit pas avec la lumière. Elle ne se dissout pas dans la brume. Elle grandit lentement, assez pour obliger José à accepter l'idée la plus dangereuse de toutes, après tant de mois en mer. Peut-être que cette fois, ce n'est pas un mensonge de son esprit. Son cœur repart, mais sans joie franche, seulement avec cette tension terrible de l'homme qui a trop souvent espéré pour se permettre de croire trop vite. Car même maintenant, même avec la terre devant lui, rien n'est encore gagné. Un courant peut le repousser. Une vague peut retourner la barque. Le récif peut broyer la coque avant qu'il ne touche le sable. Après 438 jours de dérive, mourir à quelques mètres du rivage serait la dernière cruauté possible. Alors il attend, les yeux fixés devant lui, presque sans respirer. Chaque mètre gagné paraît irréel. Chaque seconde étire le supplice. La terre n'est plus seulement un rivage, c'est une frontière. Et José sait qu'on peut encore mourir juste avant de la franchir. Le 30 janvier 2014, la frontière cède enfin. La barque approche assez près du rivage pour que l'impossible devienne concret. José n'a presque plus rien dans les jambes, presque plus rien dans les bras, presque plus rien dans le corps. Mais il lui reste ce qui l'a tenu depuis le début, un dernier refus de céder. Il saute. L'eau le prend, le secoue, le repousse presque une dernière fois. Puis une vague le pousse vers l'avant et le jette enfin sur la plage. Là, pour la première fois depuis 14 mois, ses mains s'enfoncent dans autre chose que du bois mouillé, du poisson cru, du plastique brûlant ou de l'eau salée. Elle s'enfonce dans le sable. Plus tard, il dira qu'il l'a serré comme un trésor. Et on le comprend. Pour un homme qui a passé plus d'1 an à flotter entre le ciel et la mort, sentir la terre sous ses doigts, sentir qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne fuit pas, qu'elle ne cherche pas à le noyer, c'est presque retrouver le monde. Les habitants de l'île le découvrent dans un état hallucinant, amaigri, déshydraté, brûlé, épuisé. Son regard flotte encore entre plusieurs réalités. Il parle difficilement, mélange ses mots, avance à peine. On lui donne de l'eau, de la nourriture, puis on le conduit vers les autorités. Un homme que l'océan aurait dû garder vient de réapparaître. Mais survivre ne remet pas un homme en place d'un coup. À l'hôpital, il faut le réhydrater lentement. Ses jambes gonflent. Son corps, privé trop longtemps, réagit mal au retour de l'eau et des soins. Il y a l'anémie, la faiblesse, la peur de l'eau, les nuits abîmées, et surtout cette difficulté étrange à revenir parmi les vivants quand on a passé si longtemps seul avec le vent, le sel et la tente.
11 jours plus tard, il quitte les îles Marshall. Puis vient le retour au Salvador, la famille, les bras qui se referment sur lui, les visages qui n'osaient plus vraiment espérer, les caméras aussi, car une histoire pareille attire aussitôt le monde entier. Et avec le monde viennent les regards, les questions, les doutes. Beaucoup n'y croient pas. Trop long, trop fou, trop inhumain. Alors certains préfèrent soupçonner le mensonge plutôt que d'accepter la vérité nue. Un homme a réellement tenu là où presque personne n'aurait tenu. Pourtant, les dates concordent. Les traces existent. Les témoignages s'alignent. Les dérives possibles sont recoupées. Peu à peu, l'histoire cesse de paraître impossible pour devenir ce qu'elle est réellement. L'un des plus grands récits de survie en mer jamais documentés. En 2015, cette histoire devient un livre. Mais au fond, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ce que José fait ensuite. Il tient sa promesse. Il retrouve la famille d'Ézéchiel Cordoba. Il transmet les derniers mots du jeune homme. Il rapporte à une mère ce que l'océan n'a pas totalement réussi à lui voler. Une dernière fidélité, une dernière trace, un dernier adieu. Et c'est là que cette histoire serre vraiment la gorge. José n'est pas revenu comme un vainqueur propre, triomphant, intact. Il est revenu vivant. C'est très différent. Il revient avec le vide en lui, avec le poids d'un compagnon qui n'a pas tenu, avec la mémoire de jours qu'aucun homme ne devrait avoir à vivre. Et malgré tout cela, il revient. Cordoba, lui, n'est pas rentré. Et il faut le dire avec douceur, avec respect, sans juger un homme que la faim, le dégoût, la peur et le désespoir ont lentement écrasé. Dans une histoire pareille, survivre n'est pas une preuve de valeur morale supérieure. C'est parfois une différence minuscule, presque incompréhensible, entre deux êtres brisés par le même enfer. Peut-être que la vraie leçon est là. La résilience n'a rien d'élégant quand on la regarde de près. Ce n'est pas une phrase qu'on imprime sur un mur. C'est quelque chose de beaucoup plus humble et de beaucoup plus dur. C'est un homme qui n'a plus de confort, plus de repères, plus de secours, presque plus d'espoir, et qui choisit encore de tenir jusqu'au soir, puis jusqu'au matin, puis jusqu'au suivant. José Salvador Alvarenga a perdu le temps, le sommeil, la paix, presque son corps, presque son esprit. Et pourtant, une petite braise a tenu au fond de lui. Pas une grande lumière, pas une force spectaculaire, juste une braise. Et parfois, dans les pires nuits, une braise suffit. Si cette histoire t'a marqué, alors celle de Stephen Callahan, 76 jours seul sur l'Atlantique dans un simple radeau de survie, risque elle aussi de te laisser longtemps face au silence. Parce qu'au fond, ces récits disent toujours la même chose. La mer est immense, l'homme est minuscule, et parfois, contre toute logique, le minuscule refuse de disparaître. À très bientôt sur les derniers survivants.